Vous écoutez Emporté par la foule, le magazine de Dialogue RCF consacré à l'économie et la finance participative, magazine réalisé avec Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée. C'est Patrick Lecamus de Pop Finance qui ouvre la partie chronique de ce magazine avec une innovation étonnante venant des plateformes qui sont un peu vendeuses de gadgets, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, alors il y a Ulule qui vient d'annoncer qu'à la fin du mois, ils ouvraient une boutique à Paris pour retrouver les objets qui ont été financés sur la plateforme. Et non seulement ces objets-là ont été financés, mais en même temps, il faut passer par le vote des ululeurs pour avoir le droit de vendre. Donc rappelons que quand on fait une levée de fonds, on donne des contreparties ou pas, mais on en donne. Et donc là, ça va être un peu le musée des contreparties. Alors, c'est pas le musée, c'est une boutique. C'est une boutique. Il s'agit de vendre. Donc quand on a raté la levée de fonds, on peut aller... Non, il faut la réussir. Il faut déjà réussir la levée de fonds pour pouvoir produire les objets. Pour le donateur. Ah oui. Le donateur qui a pas donné, il peut aller quand même acheter. Ah oui, absolument. Après, D'accord. on peut aller acheter. Voilà. Étrange. Non, alors c'est pas étrange parce que en réalité, on a immédiatement rapproché ça du modèle du grand frère américain, Indiegogo. Ah, on copie toujours. Qui a, lui, ouvert une boutique en ligne. C'est-à-dire il avait déjà commencé en ligne pour financer les objets. Pourquoi pas ne pas continuer en les vendant une fois qu'ils sont réalisés. D'accord. Donc, Ulule se défend en disant non, nous, c'est pas du tout la même chose. On fait pas un prolongement en ligne. On fait une vraie boutique en dur. Et où on va pouvoir voir si ensuite on va pas ouvrir d'autres boutiques ailleurs en Europe pour faire la même chose, vendre les objets. Donc voilà, il y a deux modèles, il y a je continue en ligne ou alors je continue dans un commerce plus traditionnel. Et la première idée qu'on aurait pu se faire du point commun entre ces deux modèles, c'est comment on développe son propre modèle d'affaires en trouvant le moyen de donc continuer le service. On n'est pas dans le tout virtuel. Hein. Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, virtuel ou réel, on était dans le développement de services. On fait un autre service post-campagne, à l'après-campagne. Des objets ou des services existent et sont en vente. Et pourquoi pas ne pas les vendre, donc devenir le concurrent d'Amazon et autres. Et finalement, Ulule a l'air de se défendre de l'idée que c'est un revenu complémentaire pour la plateforme et dit non, nous, c'est plutôt dans le prolongement de l'activité qu'on a déjà. Continuer à soutenir les projets. Continuer à soutenir les projets. On amène déjà des porteurs de projets dans des salons, dans des événements pour présenter les projets. Et donc, c'est un peu la continuité post-campagne de cette activité d'accompagnement. Mais enfin, ça sera quand même rémunéré. C'est une boutique, donc ils vont prendre forcément des marges sur la vente des objets. C'est normal. Voilà. Mais en même temps, ça m'a fait réfléchir à l'idée qui se développe et qui est celle d'Amazon. C'est-à-dire, ils sont partis du virtuel. Maintenant, ils ont un plan de développement de 400 librairies en dur aux États-Unis. On revient à la boutique en dur. On revient à ça et je pense que ça correspond à l'idée que on veut plus opposer tellement le commerce traditionnel au virtuel et il y a une sorte de continuité dans l'acte. Oui, il doit y avoir une continuité et en même temps pour l'image de marque de ces gens-là qui commencent à avoir à se voir coller une connotation d'ubérisation du monde, l'idée de dire mais non, on n'est pas en train de mettre en l'air le commerce traditionnel, nous aussi on y revient. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans les motivations. Eh bien, on va suivre tout ça. Dans l'agenda des formations. Oui, alors Pop Finance et Finance et Conseil Méditerranée sont partenaires de Manager Academy PACA. Avec Marseille Innovation. Avec Marseille Innovation et Imessina. Et donc, il y a prévu au calendrier une formation au crowdfunding. Normalement dispensé par moi. Pour l'instant, il y a personne qui est inscrit, mais c'est bientôt, donc inscrivez-vous. C'est le mardi 20 septembre. C'est à l'hôtel Technoptique et pour s'inscrire... Technoptique, c'est à Château-Gombert. Hein. C'est à Château-Gombert. Donc, c'est une journée de formation sur connaître les clés de succès pour réussir une levée de fonds en crowdfunding. Et il y a d'autres formations sur la levée de fonds qui sont dispensées par Manager Academy PACA et qui auront lieu le 22 septembre. C'est sur 2 journées. Voilà, donc les formations, et on s'inscrit sur le site de manageracademypaca.com. Nous passons à notre levée de fonds du jour avec Olivier Julet, qui est président de la société Bioselvia. Il est le fils d'Yvon Julet, qui est aussi associé, puisque papa et le fils sont dans la même société.
Yvon Julet était professeur, c'est ça, chercheur? Absolument, professeur des universités à Marseille en biologie à la faculté de Saint-Charles. Donc la société existe depuis 2011. Depuis 2011. Alors, elle intervient dans des trucs très techniques. On va essayer de simplifier pour que Oui. Nous-mêmes et nos auditeurs comprennent. On est dans le domaine du médicament. Un médicament, c'est 10 ans, les gens ne le savent pas, entre le moment où on a trouvé l'idée et le moment où c'est sur le marché. Exactement. Et avant, c'est des phases de tests. Voilà, en fait, il y a très cher. Exactement. Le développement d'un médicament donc, dure sensiblement 10 ans et coûte 1 milliard d'euros. Et, ah oui, quand même. Oui, c'est un investissement qui est très très lourd pour l'industrie pharmaceutique et les personnes qui développent les molécules. Et il y a 2 grandes phases distinctes qui sont le préclinique et le clinique. Le préclinique étant au tout début, très en amont, où on teste les molécules sur des tests chimiques, biochimiques. Et là, ensuite, on est en laboratoire. Là, on est en activité purement de laboratoire. Et ensuite, si les molécules ont été jugées efficaces et qu'elles ne sont pas toxiques à ce niveau-là, elles sont ensuite testées sur l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle les tests cliniques, effectivement. Là, ça se fait en hôpital, ça se fait où... Il y a un recrutement, oui, ça se fait dans un univers qui est relativement hospitalier, si on peut dire, et qui dure 5-6 ans. Et à la fin de cette période, il y a l'agrément qui est obtenu de mise sur marché. Et ensuite, alors vous intervenez sur la première phase, donc les 3 premières années, on va dire. Voilà, exactement. Avec quoi? Qu'est-ce que vous proposez de neuf? Ce que l'on propose de neuf, c'est que donc on intervient en phase préclinique au tout début. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une phase qui vise à juger de l'efficacité des futurs médicaments, des molécules. Et principalement, ces molécules sont évaluées de manière visuelle par des scientifiques qui vont juger. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on a des petites coupelles? C'est-à-dire qu'ils ont des coupes de tissus, qui sont dans lesquelles s'est développée la maladie, sur laquelle on travaille. Et si la molécule est efficace... On regarde ça avec un microscope un petit peu? On regarde ça au microscope, absolument. Et on dit c'est bon, c'est pas bon. Ça juge à évaluer la sévérité de la maladie, le niveau de sévérité de la maladie. Et par définition, c'est subjectif, puisque d'un expérimentateur à l'autre, d'un scientifique à l'autre, il y a une forte variabilité et la précision est limitée. Et elle est limitée à la puissance, à la capacité visuelle de l'homme, si je puis dire. Et donc, ça affecte très sensiblement la fiabilité des résultats, ce qui fait que l'industrie pharmaceutique a du mal à statuer de manière extrêmement claire si une molécule est efficace ou pas. Donc ça veut dire qu'on va passer à la phase clinique, c'est-à-dire sur l'homme ou la femme qui va le tester, sans être tout à fait sûr de la première phase. Oui, parce que faute d'outils suffisamment précis, il y a des molécules qui continuent le cycle de développement alors qu'elles ne sont pas efficaces. Et nous, pour répondre à cette problématique, nous avons inventé une technologie qui repose sur l'analyse numérique d'images, c'est-à-dire que nous avons créé des algorithmes qui permettent de mesurer de manière extrêmement précise le niveau de sévérité de la maladie. Donc comment la maladie progresse ou pas? Absolument. En fonction de... Voilà, avec une fiabilité de 100%. C'est de la technologie qui vient d'où, ça existe déjà? Oui, l'analyse d'image existe déjà dans la médecine, est utilisée par le corps médical. Mais quand on a les scanners, quand on a les IRM, on reconstitue les images à travers des l'imagerie numérique, absolument. Oui. Nous avons abordé le sujet par pathologie. C'est ce qui fait la différence majeure de notre technologie. C'est qu'on n'est pas un logiciel d'analyse d'image que l'on va pouvoir utiliser pour toutes les pathologies. Non. Nous, on part d'une pathologie, on regarde quelles sont ses caractéristiques, on le modélise, et à partir de là, on crée un test qui est dédié à une maladie. Donc pour l'instant, nous avons 3 pathologies, 3 tests, donc pour 3 pathologies qui sont la fibrose du poumon, le BPCO, qui est une maladie d'insuffisance respiratoire, qui touche 300 millions de personnes dans le monde, qui est due au tabagisme et à la pollution notamment, et la fibrose du foie.
Voilà. Et là, vous faites une levée de fonds de 300 000 € avec SoWeFund. Et là, c'est pour du capital. Absolument. On fait une levée de fonds en capital. Pourquoi vous avez besoin de l'argent là Alors, on a besoin d'argent pour développer nos nouveaux tests, puisqu'on voudrait aller maintenant vers l'oncologie, donc tout ce qui est autour du cancer, et également deux autres maladies qui sont Alzheimer, Parkinson. Ah oui. Donc voilà. Donc c'est vrai que ce soit l'oncologie ou les maladies neurodégénératives, c'est Alzheimer, Parkinson, ça touche, c'est 65% des budgets R&D mondiaux, donc c'est un enjeu de santé de recherche et développement. Oui. Voilà, des budgets mondiaux de recherche et développement. Donc c'est un enjeu de santé publique important et par conséquent également pour l'industrie pharmaceutique. Là, vous avez commencé la levée début juillet. Oui. Ça marche ? Bien sûr, ça marche très bien, on est très content. La plateforme, alors moi en tant que chef d'entreprise, on a toujours envie que ça aille plus vite parce qu'on a plein de projets et que l'objet de cette levée de fonds, c'est mettre les projets en route. Mais SoWeFund est très content, on a un nombre de vues, de questions, de connexions, de collectes déjà qui... Donc là, c'est des mises de 100 € qui commencent à 100 €. Voilà, c'est des tranches de 100 €. On a un panier moyen qui est autour de 1000 €. Ensuite, on a aussi des investisseurs qui ont mis, deux investisseurs, un 12 000 et un 23 000 €. Donc voilà. Ça avance. Donc si vous voulez devenir actionnaire d'une société régionale, vous êtes basé à Marseille ? Nous sommes basés à Marseille, absolument. Voilà, d'une société marseillaise qui est dans le biomédical et qui développe des technologies innovantes. Vous allez sur la plateforme de SoWeFund, c'est ça ? SoWeFund, oui, absolument. Voilà. Vous cherchez Bioselvia. Bioselvia, BIOCE2LVIA. Et puis, vous pouvez devenir un actionnaire et peut-être plus tard... Et oui, et là, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, et puis là, j'élargis le sujet, mais c'est que le crowdfunding permet vraiment d'avoir un lien avec le chef d'entreprise. On rentre vraiment dans l'entreprise, on fait partie intégrante de ce projet. Eh bien, merci Olivier Gillet. Je rappelle que vous êtes donc le président de Bioselvia, que vous appuyez sur les recherches de votre père, le professeur Yvon Gillet, et que vous êtes dans les tests de validation de l'efficacité des molécules qui vont donner nos médicaments dans plusieurs années. Merci, tenez-nous au courant de votre levée de fonds. Vous écoutiez Emporté par la foule, l'émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative.